Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour la conférence publique Grande Loge France Condorcet-Brossolette. La Grande Loge France a deux manières de s'exprimer dans ces conférences. Soit Condorcet-Brossolette, c'est forcément donc un franc-maçon qui s'exprime à l'endroit du public. Et nous avons Enjeux et Perspectives où c'est un non-maçon qui s'exprime à l'endroit du public, ou des frères, bien entendu. Et ce soir, donc, c'est bien dans le cadre de Condorcet-Brossolette que j'ai le plaisir de vous accueillir en ma qualité de grand maître de la Grande Loge de France. Vous serez déçus, vous attendiez tous avec impatience de voir le second grand maître adjoint qui devait s'exprimer devant vous ce soir, notre très cher frère Gérard Bentejac, qui est souffrant malheureusement et qui ne pouvait pas être disponible. Et je ne voulais point vous décommander au dernier moment, ça ne se fait pas, et donc j'ai proposé de le remplacer. Alors, il devait vous aborder avec vous un sujet sur l'initiation maçonnique au cœur de la transformation de l'homme moderne. Il m'a envoyé son intervention. C'est toujours compliqué de lire une intervention qu'on n'a pas écrite, hein, et surtout quand il va y avoir des échanges dans le futur débat. Je vous propose d'aborder un autre sujet qui est au cœur même de l'engagement du franc-maçon, c'est l'engagement et la transmission. Avant tout, je voudrais d'abord m'adresser aux non-maçons. Alors je vais inviter les conseillers fédéraux qui sont là à me rejoindre à Lorient, parce que je suis tout seul, et c'est bien quand même d'avoir des supporters derrière soi, surtout quand on vient de Marseille. Alors, je me présente en quelques mots et je voudrais m'adresser surtout aux non-maçons. Ceux qui sont maçons ou maçonnes ne vont pas apprendre grande chose. L'idée, c'est de m'adresser à celles et ceux qui ne sont pas maçons. D'abord, je voulais vous dire que j'ai été initié à l'âge de 24 ans dans une loge à Marseille et que je n'ai jamais changé de loge symbolique et j'ai aujourd'hui 64 ans. Pendant toutes ces années, presque donc 40 ans, j'ai été assidu à ma loge symbolique et j'ai occupé au sein de la Grande Loge de France différentes fonctions. Mais je voudrais vous parler surtout d'une forme de millefeuille que je voudrais vous proposer avant d'attaquer l'intervention. Comme nous tous, j'ai reçu une éducation par mes parents. Au-delà de ça, de cette éducation, je suis rentré dans la vie active et j'ai fait mon service militaire dans la Marine nationale, au bataillon de marins-pompiers de Marseille, où j'y suis resté 42 ans. Et quand je suis rentré, à l'âge de 20 ans, très rapidement, il y a 4 mots qui m'ont saisi. Courage, honneur, valeur, patrie et discipline. Ce sont des mots qui étaient affichés sur le fronton des casernes ou des bâtiments. Et puis aussi le triptyque liberté, égalité, fraternité. Et donc là, je suis rentré dans une institution, une belle institution, où là aussi, on met en avant, bien sûr, les valeurs humaines, et les valeurs donc de l'individu en avant. Et puis bien sûr, la préoccupation de l'autre, de s'occuper de l'autre. Et puis ensuite, je suis rentré en maçonnerie, où là, j'ai retrouvé également ce fameux triptyque, liberté, égalité, fraternité, et puis ordo ab chaos, hein, essayer de mettre de l'ordre dans son propre chaos personnel. Et pendant toutes ces années, au travers de tout ce que j'ai reçu, j'ai pu me construire. Et la maçonnerie m'a permis de me construire sûrement un peu différemment que ce que j'aurais pu me construire en temps normal. D'abord parce que tout simplement, très rapidement, j'ai eu l'occasion de rentrer dans un espace intergénérationnel. Et là, c'est un moment, je dirais, extrêmement fort, puisque sur les colonnes, on retrouve des frères qui ont toute tranche d'âge. Et quand vous êtes un jeune maçon, comme je l'ai été, à l'âge de 24 ans, j'avais mes pères qui étaient autour de moi, et surtout avec des pères issus d'un monde totalement différent du mien, avec des professions totalement différentes du mien. Et là, j'ai réussi, au fil du temps, à prendre ma place. Alors, je dois vous avouer qu'au tout début, c'était compliqué, parce que je ne comprenais pas certains messages subliminaux proposés par la maçonnerie. Il y a 40 ans en arrière, on avait sur nos colonnes beaucoup d'intellectuels, des philosophes, donc
suivant le cursus scolaire que vous avez, des fois on a un petit peu de mal à bien tout saisir, mais au fil du temps, j'ai essayé, parmi mes frères, de prendre la place qui me revenait, modestement, avec beaucoup d'humilité. Et au fil du temps, tout simplement, on commence à prendre confiance en soi, on prend confiance déjà dans la démarche, mais surtout, c'est ceux qui sont autour de vous qui, en règle générale, sont attentifs, sont bienveillants à votre endroit et vont essayer de vous apporter quelque chose. Alors, bien souvent, quand on fait ce type de démarche, on se pose des questions qui sont tout à fait légitimes. Et ces questions, bien entendu, en Grande Loge de France, nous n'avons pas de réponse à ces questions. Parce que si on vous apporte des réponses, ça serait un petit peu surprenant. Par contre, on va donner des outils symboliques qui vont vous permettre de vous forger vos propres réponses. Et vous pourrez bien sûr partager le fruit de votre réflexion, le fruit de votre travail avec, bien entendu, d'autres frères qui sont un peu plus avancés que vous sur le chemin initiatique. Et tout ça, ça s'appelle donc, bien sûr, la transmission, c'est-à-dire que depuis 3 siècles, au sein de la Grande Loge de France, qui s'inscrit dans un ordre initiatique, c'est-à-dire que cet ordre initiatique comprend 2 structures. La première structure, c'est l'obédience, et ensuite la juridiction. Et dans cet ordre initiatique qui travaille uniquement au rite écossais ancien accepté, il y a 33 degrés. L'obédience, donc, à la gestion du 1er au 3e degré, on y retrouve 3 grades, apprenti, compagnon et maître. Et ensuite, du 4e au 33e degré, c'est donc une juridiction qui a la charge d'instruire les autres degrés. L'obédience est une structure démocratique. Et ensuite, la juridiction est une structure donc autocratique par cooptation. Et on donne la possibilité, bien sûr, aux frères, au fil des années, de pouvoir travailler sur eux-mêmes. Et à chaque étape, lorsque nos pères estiment que nous pouvons accéder au degré suivant et d'avoir d'autres connaissances sur ce rite, nous avons donc la possibilité d'être initiés. Donc voilà les quelques mots que je voulais vous dire en préambule, c'est-à-dire que c'est un très très beau parcours qui vous permet de voir aujourd'hui que je suis un homme tout à fait ordinaire, c'est-à-dire je suis à la tête de cette belle obédience et je dois vous dire que c'est un sacré challenge, mais voilà, mon cursus est un cursus simple. J'ai suivi un parcours au sein d'une très très belle unité, la plus grande unité de la Marine nationale, et j'ai essayé, au travers de mes différentes actions, d'essayer d'être conforme aux engagements que j'ai toujours contractés, que ce soit dans mon milieu professionnel, soit dans le milieu maçonnique, et d'essayer, et je vous l'accorde, ce n'est pas toujours facile, d'essayer de réduire un petit peu la distorsion entre ce que je peux dire quand je suis dans un espace sacralisé grâce au rituel et loin de l'invective quotidienne que nous pouvons vivre quotidiennement dans les hémicycles, sur les plateaux télé, où l'on voit régulièrement, bien sûr, des personnes qui ne laissent pas finir l'autre personne à s'exprimer, veut absolument prendre le pas sur le sujet, veut avoir raison. Ici, voyez-vous, dans ces espaces-là, dans un temple maçonnique, une fois que nous sommes réunis, une fois que nous sommes à couvert, une fois que nous sommes sous rituel, tout simplement, ensuite, il y a une manière de distribuer la parole. Personne ne se coupe. Et surtout, ce qui est intéressant d'observer, c'est que nous avons une posture particulière lorsque l'on s'exprime en loge. Et cette posture nous invite à juguler nos passions. Et donc, là, bien sûr, on nous invite à travailler sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur notre propre ego. Et on va essayer de laisser ce qu'on appelle à la porte du temple nos métaux. Et pas uniquement ceux qui sont sonnants et trébuchants, quoique, mais c'est aussi tous les métaux, mais surtout les métaux qui, bien souvent, nous mettent quelquefois en difficulté à l'extérieur du temple. Et donc, ici, dans nos temples, il n'y a pas de place ou peu de place pour le paraître.
il n'y a que de la place pour être. En fait, on n'a pas, si vous voulez, ici, intérêt de se faire passer pour quelqu'un d'autre. On est là pour travailler sur soi, on est là pour travailler dans l'humilité, et on est là surtout pour être qui nous sommes, et surtout essayer de travailler sur soi et d'essayer de s'améliorer un petit peu. Je dis bien un petit peu, et essayer, avec les outils qui nous sont proposés, les outils symboliques, de tailler, vous connaissez bien ces photos, ces images, ces dessins, de travailler sa propre pierre. Et vous avez donc deux pierres. À ma droite, ici, la pierre brute, ce qu'on appelle, et puis on va essayer de tendre vers une pierre taillée, cubique, une pierre un peu mieux taillée, pour que celle-ci puisse s'insérer dans le temple inachevé dans sa construction. Voilà, globalement, ce qu'on peut vous proposer. Mais je voudrais aller un peu plus loin dans quelque chose d'un peu plus structuré sur l'engagement pour transmettre, et transmettre l'engagement en Grande Loge de France. Voilà ce que je voudrais partager avec vous pendant quelques minutes. Et puis, bien sûr, l'intérêt de ce moment, c'est surtout les questions-réponses, vous l'aurez bien compris. L'engagement donc de l'homme dans le monde est à envisager sous l'aspect de sa finitude. Chaque être, vous le savez, étant limité tant à la fois dans son corps et dans son esprit, qui, eux, vont avoir une action, celle de mettre en rapport ce qu'il conçoit comme étant ses besoins avec ses désirs. C'est dans cette dynamique que chacun d'entre nous s'est ouvert au monde et surtout à l'autre. Vient le temps, le moment, d'une interrogation plus profonde du choix de l'expérience au monde que l'on souhaite faire et qui porte en elle la rencontre avec l'engagement. Pour chacun d'entre nous, qui avons fait la démarche de frapper, pour la plupart d'entre nous en tout cas, à la porte du temple, le cœur empli d'espérance, avec une quête de sens ancrée en nous et la foi en l'humanité. S'engager en franc-maçonnerie, ce fut d'abord s'inscrire à une place déterminée par un rituel et nos règlements généraux, et n'a pu s'accomplir que dans la transmission. Comment et sur quoi s'engage-t-on en Grande Loge de France? Le premier engagement que nous prenons est d'une importance fondamentale. Il va marquer un moment de notre vie, nous faisant franchir une étape, celle du changement d'état, et nous fait passer de récipiendaire à franc-maçon. Ce bref instant devient pour chacun l'empreinte la plus tenace de cette notion et constitue un élément clé de notre initiation, c'est-à-dire le serment. Toute société humaine fait appel à cet acte fondateur de l'engagement qui se caractérise en franc-maçonnerie à la Grande Loge de France par un ternaire composé par une invocation, une promesse et une imprécation. Il est riche d'instructions sur le sens de ces trois notions. L'invocation fait référence à un principe, le grand architecte de l'univers, et indique l'acceptation pleine d'une dimension spirituelle. La promesse fait référence à 4 éléments. Ne jamais révéler indûment les rites maçonniques, mais aussi d'observer la discipline du secret, d'aimer ses frères et de se soumettre à la loi. Elle ne va pas, bien sûr, qu'avec l'imprécation qui fait état du ou des peines auxquelles le récipiendaire s'expose en cas de parjure. L'initié donc s'engage envers lui-même et tous les frères par un acte des paroles prononcées et des gestes réalisés qui l'invitent à prendre pour soi le sens profond de son engagement, tant moral qu'intellectuel ou philosophique. C'est cette entière conscience de l'instant qui lui permettra d'adopter une attitude engagée
de ses convictions intimes. Comment se vit l'engagement, donc, au rite écossais ancien et accepté? Accepté à titre individuel, considéré comme une source de lien avec l'ordre et les frères. L'engagement est une valeur fondatrice pour chaque maçon. Toute la richesse qu'il recèle lui rappelle qu'il peut contribuer à faire croître sa conscience au monde et par incidence celle des autres. Par ses réflexions, ses connaissances, son humanité portée par la volonté du cœur et la pratiquer par sa conduite et son attitude. Le franc-maçon, donc, concrétise son engagement sur 3 axes essentiels. La présence en loge, seule source garante d'intégration de la démarche. Le travail tant avec le rituel, les outils et les symboles qu'avec les frères. Et surtout, ce que nous propose le vénérable maître, donc le président de la loge, à chaque clôture de travaux, poursuivre au dehors ce qui a été commencé dans le temple, tant par nos attitudes et comportements que dans l'esprit de contribution à l'édification d'une humanité éclairée. Si l'engagement est un point initial, la transmission sera le terreau nourricier du maçon. L'idée n'est pas de devenir le nouveau Pierre Simon, un ancien grand maître de la Grande Loge de France et initiateur de réformes fondamentales sur l'accouchement sans douleur et du planning familial, ou Pierre Brossolette, résistant, mais d'être ce qu'ils ont été, c'est-à-dire eux-mêmes faisant de la démarche un allié solide pour se développer. Tout part du présent, de la conscience de soi à soi, pour donner la possibilité d'éclore à soi. L'apport donc de la méthode maçonnique et les interactions avec les frères sont nécessaires et vont progressivement nourrir cette volonté première du profane, devenu frère, né d'une quête personnelle. Notre engagement, donc, se mesure au présent par notre action et, bien entendu, nos efforts personnels. Nous devons, autant que faire se peut, avoir un prolongement actif et celui-ci dans la vie profane, en agissant. L'engagement, c'est l'attitude d'hommes libres et de bonnes mœurs qui prennent conscience du monde actuel et décident de mettre leur réflexion et leur énergie au service d'une cause, le perfectionnement de l'homme. L'homme, bien sûr, avec un grand H. Par le fait de travailler à devenir et poursuivre sans relâche ce qui est mis en œuvre, le franc-maçon, donc, s'engage à être, je dis bien à être, conscient que seule la permanence de l'effort porte des germes de possibles changements. Cela veut dire que si vous venez sur nos colonnes user vos fonds de pantalon, il n'y a pas d'intérêt si vous ne travaillez pas. Il y a bien sûr un travail collectif qui est fait, mais il y a aussi un travail qu'il faudra produire ensuite à l'extérieur pour essayer de se perfectionner. Les effets de l'engagement pour le franc-maçon. Chacun sait que, entre guillemets, le salaire dont nous gratifions est celui de la pensée partagée et reçue. Aussi, qu'observe-t-on tenue après tenue pour tous ceux qui vivent pleinement ce moment, hors du temps profane, une transformation se met donc à l'œuvre. Ce que nous croyons établi et qui nous apportait une forme de confort semble perturbé, ébranlé, voire dissous par le simple fait de prendre enfin le temps d'entendre la pensée d'autrui, de la laisser résonner et de commencer
à recueillir des bribes de ce qu'elle révèle de la nôtre. C'est dans les anciennes obligations que se révèle le sens de cet engagement par ces mots. On instruira un frère plus jeune dans le travail pour que les matériaux ne soient point gâchés par manque d'expérience et pour accroître et consolider l'amour fraternel. Eh bien, y regarder, cet esprit se propage tel une onde de choc, faisant de la loge un lieu qui permet de se ressourcer pleinement et dont la fréquentation fait prendre peu à peu conscience aux frères de ce qu'ils reçoivent et partagent. Et j'ai souvent la faiblesse de penser que, et je le dis régulièrement, que nous sommes une école, alors bien sûr je mets des guillemets à école, mais non pas une école de la pensée, mais une école à penser par soi-même, c'est-à-dire se réapproprier son libre arbitre. Le développement donc de chacun se fait grâce au rituel, à la méthode et au travail personnel, puisque nous travaillons à notre propre perfectionnement et par incidence sur celui des autres, qu'ils soient initiés ou profanes. Notre perception du monde est à la fois subjective et objective, et notre devise, donc Ordo ab Chao, nous rappelle qu'elle est à la fois liée au symbolique et au conceptuel, et que notre engagement se mesure parce que nous arrivons à mettre en œuvre. Et donc, tout au long de sa vie, l'être, avec un E majuscule, se livre à une quête de sens qui ne peut s'effectuer que dans le champ symbolique, et l'initiation lui permet de se réaliser par une démarche intérieure. Aussi, progressivement, le franc-maçon, conscient de ce chaos intérieur, et développe par son travail l'amélioration attendue sur le plan intellectuel et spirituel. Il prend la dimension de ce que énonçait André Gide. Ce n'est pas seulement le monde qu'il s'agit de changer, c'est l'homme. Ainsi, au fil du temps, vous l'aurez compris, nous pouvons constater que notre engagement est celui d'agir avec un double but, s'initier et transmettre. Commencer par soi, pour soi, et savoir partager sans prétendre se connaître ou connaître. L'engagement offre donc la possibilité de mettre en œuvre une démarche qui ne peut s'accomplir que dans un espace, la loge, lieu favorable à réaliser la transmission, à transmettre. Les mots, donc dans leur étymologie, révèlent le sens de la transmission et de la tradition qui nous incombe. La transmission nous conduit à percevoir le passage à travers qui doit avoir lieu, de déposer au-delà de quelque chose, tramidéré, et tradition nous invite à percevoir qu'il s'agit de faire passer à un autre, remettre. Pour transmettre, faire passer à travers, la loge est le lieu précieux et favorable pour réaliser une de ces aspirations de la Grande Loge de France et de la franc-maçonnerie en général. Réunir ce qui est épars à des rythmes réguliers, donc il s'agit de rassembler des hommes libres et de bonnes mœurs, inspirés par un idéal de recherche, de perfectionnement moral et intellectuel. Se pose alors une quintuple réflexion sur la démarche. 1. L'initiation, source d'une dynamique. En Grande Loge de France, donc, l'initiation a un sens précis, celui de permettre à l'initié d'aller vers la connaissance à travers une démarche établie par nos rituels. Elle vise à un objectif, tant personnel que collectif, d'une quête de développement par le partage,
la réflexion, l'effort constant au travail dans l'esprit des bâtisseurs opératifs qui ont insufflé la démarche à ceux qui l'ont qualifié aujourd'hui de spéculatif. L'initiation, donc, ouvre un long chemin, personnel certes, mais qui engage un esprit conscient d'un questionnement permanent, fait de doutes, de volonté et de rigueur, et sur lequel les frères en capacité de transmettre seront de précieux compagnons. Le deuxième point, c'est la démarche à travers le prisme de l'histoire. Au regard de l'histoire de la franc-maçonnerie, nous pouvons relever que différents moments ont été déterminants dans le processus de son développement. Cette longue chaîne de maçons qui nous ont précédés ont eu à cœur de transmettre leur savoir pour faire perdurer les traditions. Des traces concrètes révèlent donc qu'au 8e siècle, une confrérie de maçons constructeurs qui parcourait l'Europe avait établi une transmission de partage des secrets liés à leur métier. Il faudra ensuite attendre 10 siècles pour voir une maçonnerie spéculative se mettre en place. De plus, lointain passé, l'art maîtrisé des maçons opératifs issus des métiers des bâtisseurs s'est transmis, tel un savoir précieux. Seuls ceux reconnus et initiés recevaient donc ce legs et en devenaient tout autant les gardiens que responsables de sa transmission. De génération à génération, jusqu'aux maçons spéculatifs, l'idée s'est perpétuée. Au XVIIIe siècle, donc, la démarche va ressembler, inspirée par la liberté de penser, la tolérance et sensible à l'idée de fraternité qui s'instille dans les sociétés pour donner naissance donc à la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, le partage de la connaissance des arts, du symbolisme, de la philosophie, de l'humanisme et des secrets afférents au degré qui les constituent sont réunis et se transmettent par une voie, celle donc de l'initiatique. En fait, en troisième point, de quoi sommes-nous légataires ? Notre démarche induit par principe le fait que le travail ne sera jamais terminé, car seul compte tout ce qui est donc entrepris. Aussi, chaque possibilité offerte est comprise comme telle de travailler au grade avec le rituel, nos outils, les symboles et connaissances qui y sont attachés sont source de progression sur la voie initiatique. Vous l'aurez saisi, sous la condition de les avoir assimilés progressivement, ces différentes composantes de notre méthode donc, sont source de développement, tant personnel que collectif, puisque le travail se fait tant en loge avec ses frères que seul, sur un chemin où la volonté est l'unique motrice de l'action. En effet, si la loge permet d'offrir un espace d'apprentissage, des liens de soi à soi, de soi à l'autre, de soi au monde, seul le vécu et l'intégration par soi et pour soi seront source de réflexion et de développement sur l'idéal recherché, le perfectionnement spirituel, moral et matériel de l'humanité. En 4, comment agissons-nous pour transmettre ? En fait, chaque franc-maçon sait que si nous faisons à plusieurs le chemin, nous restons seuls à pouvoir l'intégrer en tant qu'expérience qui, bien qu'elle puisse être partagée, ne sera pas transposable. Aussi, faut-il nous rappeler que le premier basculement s'opère donc pour le franc-maçon lors de son initiation. C'est là que commence l'expérience donc de la transmission.
et progressivement, elle se poursuivra par les différentes instructions, mais nécessiteront bien entendu le désir, le souhait de progresser. Et donc, si la Grande Loge de France s'affirme en tant qu'ordre initiatique, c'est qu'elle doit initier pour permettre, je cite, une élévation intellectuelle, morale et spirituelle, et cela en toute liberté d'opinion, politique ou religieuse. Fin de citation. Selon ces rituels, dans une démarche de progression que l'initié intègre et avec l'aspiration que ce dernier, pleinement conscient de ce qu'il reçoit, devra à son tour transmettre. La voie maçonnique, dès les constitutions d'Anderson au chapitre 5, indique donc cette volonté par ces mots. On instruira un frère plus jeune dans le travail pour que les matériaux ne soient pas gâchés par manque d'expérience et pour accroître et consolider donc l'amour fraternel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, et pour finir, transmettre, c'est une action qui relève de la volonté. Nous nous retrouvons donc en loge avec l'envie du partage, la volonté d'évoluer dans le sens de l'accomplissement de soi, et pour cela, le liant est cet enthousiasme permanent qui nous conduit, tenue après tenue, donc réunion après réunion, à retrouver nos frères et à vivre ces instants précieux. Un franc-maçon transmet parce que c'est son devoir et qui le fait au travers d'une double dimension. L'une inconsciente, par imprégnation permanente avec ses frères, et l'autre consciente, où il exprime pleinement son engagement porté par ses qualités humaines qui le rendent accessible. En conclusion, chaque être développe des capacités nécessaires à transmettre à sa descendance et à son groupe ce qu'il a su faire fructifier de multiples façons. Il en est de même en franc-maçonnerie, par l'acte de transmettre nos traditions, nos rituels, nous avons donc un double effet. D'une part, nous provoquons par la transmission un accroissement de la diversité de la pensée pour tous au sein de la Grande Loge de France, et d'autre part, nous favorisons donc un comportement éthique qui soit conforme à des valeurs d'engagement dans le monde profane pour, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, achever l'heure recommencer dans le temple. Si transmettre est un devoir qui s'impose à tout franc-maçon, le chemin pour devenir, au sens plein du terme, se fait tout autant par osmose avec tous les frères et particulièrement ceux qui sont en charge d'accompagner par leur fonction les frères que par le travail en loge et la volonté personnelle de chacun. Les interactions et le temps permettront à tous de poursuivre une quête que l'on sait ne jamais devoir aboutir, mais dont le chemin permet de se développer sur d'innombrables plans. C'est parce qu'il est un chercheur, un cherchant, que le franc-maçon fera vivre le sens de transmettre, celui de s'attacher à faire vivre un engagement permanent, à faire être des valeurs inter- et transgénérationnelles. Pour les francs-maçons donc de la Grande Loge de France, comme pour tout organisme vivant, transmettre, c'est perpétuer, s'adapter et se perfectionner. Il s'agit là de permettre que les apports des générations précédentes soient source d'épanouissement dans l'esprit d'une réflexion permanente pour laquelle l'engagement est seul garante. Transmettre est à la fois un devoir et une nécessité qui révèle la profondeur du sens de l'engagement que chacun peut éprouver au quotidien. La raison est pour tous évidente. Être franc-maçon,
c'est considérer, à l'instar de Marc Aurèle, que nous devons agir chaque jour comme s'il s'agissait du dernier. Faire d'un chemin librement choisi pour éprouver sa quête de sens, une philosophie de vie à partager, donne ainsi toute sa raison d'être à l'esprit d'une volonté communément admise en franc-maçonnerie, penser et faire agir pour réunir ce qui était part. Voilà les quelques idées forces que je voulais partager avec vous autour donc de ces deux mots-clés. Et je voudrais maintenant, bien entendu, partager avec vous des échanges et ils seront bien sûr enrichis par également les frères qui sont à Lorient. Voilà, mesdames et messieurs, mes sœurs et mes frères, chers amis, les quelques mots que je voulais proposer à votre sagacité. Alors bien souvent, la première prise de parole est difficile et donc nous allons passer directement à la deuxième. Voilà. Il n'y a pas de sujet ou de question tabou ou bête, n'hésitez pas. Allez, on se lance là. Quand on est non-maçon, on est jeune, on rentre dans un temple maçonnique, on a souvent tendance à lire sur les panneaux publicitaires l'été pour certains journaux en mal de tirage, la franc-maçonnerie liée aux affaires, les francs-maçons ceci, les francs-maçons cela. Vous avez l'occasion d'être dans un temple maçonnique, à part quelques décors qu'il manque, vous êtes assis à la place de franc-maçon. Et donc, on n'a pas changé le décorum pour vous. Et donc, n'hésitez pas, c'est le moment de nous interroger. Mademoiselle. Alors ça, ce sont les deux lettres qui sont affectées, si je puis dire, J et B, donc aux apprentis et aux compagnons. Le J donc, est affecté donc à un grade et le B est affecté à un grade. Et ce sont les deux colonnes du temple. Je voudrais vous dire simplement que, et vous êtes curieux de nature, vous trouverez tous nos rituels dans, je dirais, sur la toile. Vous pourrez lire beaucoup de choses. Vous savez, c'est un peu comme quand deux adolescents ou deux adolescentes vont se rencontrer un matin et pour la première fois, l'un d'eux ou l'une d'elles a rencontré l'amour et va essayer d'exprimer à son ami ce qu'elle a vécu. Elle pourra expliquer tout ce qu'elle voudra ou tout ce qu'il voudra, tant que vous ne serez pas passé à l'acte vous-même, vous ne pourrez pas comprendre, je dirais, une partie de ce que l'autre veut essayer de partager avec vous. L'initiation, c'est ça. L'initiation maçonnique, vous aurez beau lire qu'il y a tant de voyages, qu'on va vous présenter tel outil, que l'on va vous dire telle phrase du rituel, si vous n'êtes pas dans le contexte, si vous n'êtes pas, je dirais, dès le départ, mis dans cette pièce théâtrale, puisque l'initiation est une forme de pièce théâtrale, eh bien, vous ne pourrez pas comprendre le sens du message. D'autant plus que l'initiation, vous ne comprenez pas le sens du message. Parce que le soir de votre initiation, vous subissez, vous êtes l'acteur de votre propre initiation. C'est ensuite, quelques mois après, où lorsque vous aurez les yeux ouverts, sans avoir les yeux bandés lors de l'initiation, eh bien, vous allez voir une autre initiation et vous pourrez compléter l'autre partie du puzzle. Parce que là, vous allez comprendre une autre partie. Et donc, vous aurez beau lire tout ce que vous voulez. Si vous ne vivez pas cela en fraternité et si vous ne suivez pas un long processus, eh bien, effectivement, vous n'aurez qu'une partie donc édulcorée, si je puis dire, donc, de la démarche. Et ce qui est intéressant d'observer, et je crois que vous avez, me semble-t-il, puis-je vous l'emprunter quelques secondes? Je voulais simplement
et ils ne sont pas payés pour dire ça. Mais je voudrais. Alors, non, j'ai pas les lunettes. Toi, tu as les lunettes, hein, voilà, tiens. Je voulais simplement que l'on vous propose 3 témoignages de jeunes maçons qui ont souhaité témoigner. Ah, tu n'as pas tes lunettes, ça va? Et toi, tu peux lire ou pas? Parce que le problème, c'est que c'est clair là, donc est-ce que tu peux lire ou pas? Voyons. En général, vous savez qu'on sait ni lire ni écrire. Enfin. Donc, parole de franc-maçon, 3 témoignages. Depuis mon adolescence, j'ai milité dans des mouvements d'éducation populaire, prenant appui sur un engagement altruiste, école riche d'enseignement, mais qui canalise l'esprit vers des vérités partagées par le groupe, donc vers des représentations erronées, terreau des préjugés et des certitudes. La franc-maçonnerie m'a ouvert à d'autres représentations, d'autres vérités, d'autres certitudes, portées par des frères que l'on écoute sans juger, sans contredire. Ici, la parole est libre et respectée. Alors on commence à réaliser véritablement, réaliser dans le sens de prendre conscience par soi-même, et réaliser dans le sens de rendre réel. L'iliation pour moi n'a d'autre but que de permettre à chacun de se réaliser pleinement, en toute liberté, par une démarche spirituelle, individuelle, vécue dans un cadre collectif. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que le micro ne marche pas. Bon, on va continuer, c'est bon. Deuxième témoignage. La franc-maçonnerie est une rencontre, d'abord une rencontre avec soi-même, puisqu'elle offre l'occasion et le moyen de se connaître, de se comprendre, de se perfectionner, de se rapprocher de l'homme accompli que l'on pressent en soi. Puis la rencontre avec les autres qui nous enrichissent de leurs différences, quelles qu'elles soient. C'est une expérience humaine, incomparable, qui n'a pas de fin. Troisième témoignage. La franc-maçonnerie, et plus particulièrement le rite écossais ancien et accepté, c'est d'abord une pratique traditionnelle, transmise au fil des siècles, qui par ses rituels et le travail que je réalise, participe de ma construction en tant qu'individu. C'est la possibilité sans dogmatisme de mieux me connaître, mais aussi de mieux connaître le monde qui m'entoure, d'y trouver ma place et mon rôle, et donc de lui donner un sens. Parce que c'est une pratique qui s'appuie sur des mythes, elle me fait vivre une expérience dans un environnement sacralisé, qui me permet de m'ouvrir et de vivre quelque chose que je nommerai maladroitement le beau. Disons une expérience qui transcende, celui qui la vit, le guide vers la paix, l'amour et la joie, et donc bien souvent les mots, comme s'il voulait taire un secret, peine à rendre compte. J'ai dit pour les 3 témoignages. Alors ces 3 témoignages, ils sont issus, lors de ma première année, j'ai invité les plus jeunes frères de la Grande Loge de France à s'exprimer. Nous avons une revue trimestrielle qui s'appelle Point de vue initiatique, et le numéro 210, j'avais invité que plusieurs apprentis, compagnons et maîtres, s'exprimer sur le début de leur parcours initiatique. Donc les plus jeunes, quelques mois, et les jeunes maîtres, environ entre 4 et 6 ans, et sans filtre. Parce que j'avais besoin de leur témoignage. Parce que quand on a 64 ans, on n'a pas les mêmes codes, les mêmes mots que quand on a 25 ou 30 ans. Et il était important que ces frères s'expriment dans leurs expériences depuis leur initiation. Et là, on a été, moi en tout cas, j'ai été subjugué par cette maîtrise d'abord du verbe, cette maîtrise de l'écriture, et puis surtout leur compréhension déjà des premiers messages qui ont été proposés à leur sagacité. Et donc, cela, ce sont des témoignages donc de jeunes maçons entre 25 et 35 ans. Donc, vous voyez qu'ils relatent leur vécu de ces premières années. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est en manque de repères. La franc-maçonnerie et notre obédience n'est pas la seule, certes, mais elle peut proposer certains cadres, certains repères, une forme de méthodologie de travail qui vous permet aussi de continuer les uns les autres à vous construire. On ne va pas simplement vous faire changer, ce n'est pas le but. Vous arrivez à vos qualités, vos points perfectibles, mais vous allez travailler sur un pan de vous-même et puis travailler aussi sur
des questionnements que vous vous posez, puis sur votre propre spiritualité, si vous le souhaitez. Et je crois que autour de tous ces outils symboliques qui sont mis à votre disposition, et puis également avec l'instruction qui est faite par un frère qui est dédié à l'instruction pour les apprentis, les compagnons et les maîtres, et puis aussi le fait de travailler dans un espace intergénérationnel où vraisemblablement vous n'aurez pas l'occasion dans votre vie professionnelle de rencontrer des hommes qui sont issus de différents métiers, de différents milieux, où là, on pratique bien sûr la fraternité, la bienveillance et la construction de soi au travers de l'autre. Et il nous arrive quelquefois de connaître des situations cocasses où on peut avoir, et j'évoquais cela il y a très peu de temps à Lorient de Figeac, où le directeur d'une banque venait juste d'être initié et je dirais un fonctionnaire qui était à l'accueil de la banque était maître maçon dans la Grande Loge de France. Et donc, vous voyez, le directeur était l'apprenti dans la loge et l'employé qui était donc qui avait un rôle, je dirais, dans la hiérarchie moins importante que celui de son directeur, le directeur était apprenti. Donc ça veut dire que c'est intergénérationnel, c'est ouvert bien sûr, et ce n'est pas réservé uniquement qu'à une élite, mais c'est réservé à tout et à tout type de cherchants, en sachant que nous essayons de cultiver les diversités, pas la diversité, mais les diversités de pensée, d'origine, de culture, de profession, bien sûr. Et c'est important parce que c'est au travers de nos différences que nous essayons de nous construire aussi. Et on apprend beaucoup de celui qui est différent de moi au fil du temps. D'abord, ça dépend quand vous allez écrire vérité, si vous l'écrivez avec un V minuscule ou un V majuscule, déjà, ça c'est le premier point. Et ensuite, il faut toute une vie pour essayer de s'approcher de la vérité avec un grand V. Et bien souvent, on dit qu'on s'y approche lorsqu'on a un rendez-vous avec son dernier souffle. Il y a la vérité avec un petit V et celle avec un grand V, où ici, on a au travers de notre rituel qui nous permet de nous mettre c'est-à-dire de nous mettre en situation de réfléchir sur soi-même en se coupant une paire d'heures tous les 15 jours de l'agitation du monde profane pour travailler sur ces sujets-là, parce que la démarche est une démarche intimiste. Elle relève vraiment de ce qu'on a au plus profond de soi. C'est d'essayer de développer la compréhension de soi et au travers de ça, une compréhension du monde et essayer de mieux se comporter dans le monde. Bien souvent, les frères posent la question suivante. Qu'est-ce que je peux apporter dans le monde au quotidien? Je suis franc-maçon depuis des années, je travaille ces valeurs, je travaille sur moi, je travaille avec les autres, j'essaie d'eux, mais qu'est-ce que je peux apporter au monde profane? Et je leur propose cette métaphore. On voit la métaphore suivante. Je leur dis, imaginez un plan d'eau et une goutte d'eau vient heurter ce plan d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir des créations d'ondes. Eh bien, un franc-maçon, c'est celui qui, dans la cité, a ce devoir de créer des ondes positives. Alors, quand on est franc-maçon, tout le monde ne peut pas s'appeler Pierre Brossolette, vous l'avez bien saisi. Pierre Brossolette qui s'est défenestré du 3e étage parce qu'il était torturé par la Gestapo, et pour ne pas révéler les membres de son réseau, il s'est défenestré. Mais ça, Pierre Brossolette, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais si je vous parle aujourd'hui de Arnaud Beltrame, qui est une forme de héros moderne, si je puis dire, Arnaud Beltrame a choisi d'échanger sa vie contre celle d'une caissière, et je rappelle qu'il a désobéi à sa hiérarchie. Il avait l'ordre de sortir, et il a décidé, en son âme et conscience, d'échanger sa vie contre celle d'une autre personne. Là aussi, on est dans une forme d'engagement. C'était un frère de la Grande Loge de France, et un de nos temples ici, le dernier temple à gauche,
porte son nom. Cela veut dire qu'il y a effectivement des maçonnes et des maçons qui ont marqué la maçonnerie, mais l'idée, c'est d'être un maçon au quotidien, dans la plus grande anonymat, être porteur et de faire vivre ces valeurs. Vous avez de nombreux maçons de la Grange de France qui sont dans des ONG, qui sont dans de grandes associations et qui donnent une semaine, 15 jours, un mois de leur temps gracieusement pour de grandes causes et qui vont apporter, je dirais, essayer d'apporter un peu plus de lumière dans ce monde qui en a besoin. Donc, être franc-maçon au sein même d'une loge symbolique, il y a un travail collectif qui est fait, un travail sur soi, et ensuite, nous devons essayer d'être éclairants, pas éblouissants, mais d'être éclairants dans la vie profane. Et notamment, je dirais, le premier cercle, c'est d'avoir un bon comportement déjà autour des siens, dans sa famille. Ça, c'est déjà, je dirais, la première action quotidienne, c'est de respecter les siens et de les protéger. Et puis ensuite, c'est mon comportement au quotidien, au travail, dans une association, dans mes relations, d'être, je dirais, d'avoir une attitude qui tend, et je pèse bien mes mots, qui tend vers une forme d'exemplarité. Quelquefois, sous le passage, sous le bandeau, lorsque l'on pose une question au candidat, c'est « Bonsoir monsieur, qu'est-ce qui vous a invité à venir chez nous? Qu'est-ce qui vous a permis de faire une démarche ?» Bien souvent, le candidat dit « J'ai observé dans mon milieu professionnel, dans mon milieu amical, une personne qui était un peu différente, quelqu'un qui était plutôt à l'écoute, quelqu'un qui prenait le temps de répondre, qui prenait le temps de laisser s'exprimer les uns et les autres, qui avait une attitude bienveillante. » Ben, vous voyez, ce sont, je dirais, un comportement qui s'inscrit dans la normalité. Or, aujourd'hui, nous observons la normalité. Regardez, si on revient 10 ans en arrière, même un peu moins, quand un enfant rentrait dans un commerce, il ne disait pas bonjour. On se retournait, on disait, tiens, un enfant impoli. Aujourd'hui, dans un commerce, un enfant qui dit bonjour, merci, au revoir, on observe, on dit, tiens, un enfant poli. On observe aujourd'hui la normalité. Eh bien, aujourd'hui, on observe celles et ceux qui se comportent correctement. Ah oui, il se comporte bien, c'est quelqu'un de bien. Or, en fait, on devrait globalement tous bien se comporter, par définition. On a reçu une éducation, on a essayé de grandir avec tout ça, avec toutes ces valeurs, et on s'aperçoit que il y a quelques dérapages. Alors, je voudrais quand même, avant de donner la parole, nous ne sommes pas une école de la psychanalyse, il n'y a pas de sofa, d'accord? C'est pas du tout ça. Vous avez dans nos loges, en Grande Loge de France, nous avons le même pourcentage que dans le monde profane de frères qui sont au chômage, des frères qui sont donc en recherche d'emploi, des frères qui sont en grande difficulté et des frères qui ont un très très bon niveau de vie. Nous sommes, je dirais, un échantillon représentatif donc du monde profane. Alors vous avez aujourd'hui, et c'est intéressant d'observer l'évolution des mentalités. La maçonnerie a toujours été, pendant de nombreuses décennies, elle était dite secrète. Et au fil du temps, elle est devenue discrète. Et surtout, si je devais ce soir, sous la caméra, et vous indiquer que s'il y avait un seul secret en maçonnerie, le seul secret, c'est de ne pas dévoiler le nom d'un membre de la loge ou de l'organisation, ou en tout cas donc de l'ordre. Je peux dire et crier sous tous les toits, je suis franc-maçon de la Grande Loge de France, me promener en forme d'homme sandwich dans la rue si je le souhaite, il n'y a pas de souci, c'est mon problème, mais le secret véritable, c'est de ne pas dévoiler quelqu'un. C'est ça. Ensuite, on a vu au fil du temps une évolution. Je dirais que le travail doit se faire par les frères en loge. On doit être dans ce qu'on appelle la cooptation. Et on est attentif
Alors, quand on est en activité, bien sûr, dans son milieu professionnel, dans son milieu amical, et quand on connaît globalement ce que l'on on a trouvé dans sa loge symbolique, on sait dans ses relations amicales si telle ou telle personne pourrait correspondre globalement à notre démarche et plus particulièrement à l'ADN de la loge. Mais de plus en plus, nous avons des candidatures dites spontanées. Depuis le 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre dernier, nous avons reçu un peu plus de 3000 candidatures spontanées pour donc une obédience qui comporte à peu près 31 500 membres. Donc il y a une évolution là aussi. Et donc je vais vous proposer donc deux possibilités. La première possibilité, vous êtes pressenti. Il y a quelqu'un qui vous approche et qui va vous dire, écoute, je veux discuter avec toi, je te vois fonctionner, moi j'appartiens à une structure philosophique, et on est amené à réfléchir sur tel ou tel thème. Est-ce que éventuellement tu penses que ça pourrait t'intéresser? Et si c'était le cas, peut-être, écoute, il y a une réunion, une conférence qui va se dérouler et on va parler de tel ou tel sujet. Est-ce que tu veux venir? Ou alors, tout simplement, eh ben, on va se dévoiler. C'est pas toujours évident de se dévoiler en fonction de sa profession, en fonction du lieu où on est. Quand on est sur des grandes villes, c'est peut-être plus facile que quand on est dans des petites communes, parce que tout le monde se connaît. Donc, on va déjà vous approcher. Et c'est le parrain ou le présentateur, il a un rôle crucial. C'est globalement lui qui va vous flécher vers l'obédience. Alors, il n'y a pas d'intérêt à ce que l'on flèche un candidat, un cherchant vers sa propre obédience à partir du moment où on a compris vers quoi il souhaitait aller et vers quoi il voulait évoluer. Si vous avez un candidat qui est quelqu'un d'engagé dans la vie, dans la société, dans la cité, sur le plan politique, qui peut-être vaut mieux l'orienter vers une obédience plutôt libérale. Vous avez quelqu'un qui est plutôt un pratiquant, un fervent pratiquant, qui est engagé, voilà, mais qui souhaite faire une démarche en maçonnerie. Eh bien, vous avez une obédience qui va vous inviter à avoir l'obligation d'une croyance en un Dieu révélé. Et puis, vous avez d'autres obédiences qui sont un petit peu celles que aujourd'hui j'ai l'honneur de présider, une obédience de tradition, de spiritualité adogmatique, où on a une large place à l'humanisme et à la fraternité. Et donc, déjà, vous allez savoir vers quelle déjà obédience on peut déjà orienter la candidature. Ensuite, est-ce que le cherchant ou la cherchante souhaite une structure mixte ou non mixte? Parce qu'aujourd'hui, dans le paysage maçonnique français, eh bien, nous retrouvons des obédiences qui sont uniquement masculines. C'est le cas de la Grande Loge de France, mais pas que, des obédiences qui sont uniquement féminines et des obédiences qui sont mixtes. Donc là aussi, il y a le choix Et puis ensuite, ça c'est peut-être un peu moins flagrant, vous avez des obédiences qui travaillent avec un seul rite, c'est le cas pour la Grande Loge de France, et vous avez des obédiences qui travaillent à plusieurs rites. Déjà, c'est un peu plus complexe à expliquer, si je puis dire, pour quelqu'un qui n'est pas dans la démarche, mais on peut très bien enrichir ses connaissances sur la toile. Mais déjà, voilà, c'est tous les éléments que l'on va déjà prendre en compte pour orienter le cherchant ou la cherchante. Et une fois que on l'a orienté, le candidat ou la candidate va formuler une demande donc d'adhésion. Elle sera adressée au président. Le président de la loge va lire aux membres de la loge cette candidature et il y aura un premier tour de scrutin. Si celui-ci est favorable, et en général il l'est, le président va déclencher, donc il va choisir 3 frères parmi l'assistance, 3 frères maîtres, qui seront chargés de prendre attache avec le candidat et de le rencontrer et de lui poser une série de questions pour se faire une idée du candidat, d'abord sur sa vie personnelle, sur sa vie professionnelle, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui l'attire vers nous. Voilà. Et
donc ces trois frères vont rédiger un compte-rendu, ce qu'on appelle une enquête, mais j'aime pas le terme d'enquête me gêne un peu, mais c'est en fait une enquête, mais on va rédiger un compte-rendu, et ce compte-rendu sera lu le soir, un soir en loge, et ce soir-là, on aura invité le candidat, ce qu'on appelle le passage sous le bandeau. Donc, il va y avoir donc la lecture des trois enquêtes, et là, les frères vont échanger sur ces enquêtes, et il y aura un deuxième tour de scrutin pour savoir si on écoute donc le candidat sous le bandeau. En général, on a l'élégance, bien sûr, de recevoir le candidat. Nous recevons le candidat. Il a les yeux bandés. Ça lui permet, bien sûr, de se concentrer sur les questions qui lui seront posées et de ne pas être attiré par le décorum du temple. Et puis surtout, ça permet de garder l'anonymat des uns et des autres. Et là, l'échange va durer à peu près une vingtaine de minutes avec le candidat. Et en général, on n'est pas là pour le déstabiliser ou le mettre en difficulté. On va simplement compléter quelques questions au travers de ce qu'on a entendu du candidat, et essayer de se faire une idée pour savoir si effectivement cette pierre brute peut venir rejoindre donc la loge. Une fois que le candidat a été reçu, on le raccompagne bien sûr, et ensuite il y a un échange, et à l'issue de cet échange, il y a donc un troisième tour de scrutin pour savoir si le candidat est retenu. S'il est retenu, dès le lendemain, on envoie un courrier à ce candidat pour l'informer que à telle date, nous aurons le plaisir de le recevoir pour qu'il soit initié. En général, on essaie d'avoir plusieurs candidats pour qu'il n'y ait pas un seul candidat lors de l'initiation, mais qu'il y ait à minima un jumeau, voire des triplés, parce que ça nous suit tout au long de notre parcours initiatique d'avoir été ce soir-là initié avec un autre cherchant, un autre candidat. Voilà. Il se peut aussi, quelquefois, qu'il y ait le candidat qu'il soit ajourné. Et là, dans ce cas-là, quand il est ajourné, on l'ajourne de 6 mois, on l'ajourne de 1 an, ça dépend. Quelquefois, on a des candidats qui sont pétris par le trac et qui ont du mal à s'exprimer. Et donc, c'est difficile quand on n'a pas réussi à créer le contact ou avoir juste une réponse oui-non. C'est un petit peu difficile. Donc, on l'ajourne, mais de manière assez courte, et on invite le parrain ou le présentateur à reprendre, bien sûr, à tâche avec le candidat et le rassurer pour le préparer, peut-être, ou un peu mieux le préparer pour la fois suivante. Voilà comment en général, ça se passe. Bien entendu, les documents qui vous concernent, les enquêtes, tout ça, une fois que vous êtes initié, on respecte bien sûr les règles RGPD, tout est détruit, on ne garde aucune trace de ces entretiens, bien entendu. Je vous dirais les deux à la fois. Les deux à la fois, vous avez bien saisi que si on est une école à penser par soi-même, ça veut dire aussi qu'on doit chacun avoir une opinion sur tous les sujets qui nous touchent au quotidien. La Grande Loge de France, par définition, s'est toujours exprimée dans la cité. Depuis les années 1900, elle propose à la sagacité de ses membres des questions dites à l'étude des loges. Alors, il y a eu des périodes où on a un petit peu décroché sur ces questions. Et lorsque j'ai été élu grand maître de la Grande Loge de France il y a maintenant 2 ans et demi, j'avais souhaité remettre au goût du jour, si je puis dire, ces questions à l'étude des loges. Et la première année, j'ai proposé à nos frères de travailler autour de la fin de vie. Je me suis entouré de frères intéressés par donc le sujet. Nous avons élaboré une série de questions et nous avons soumis ces questions donc à l'ensemble des loges de la Grande Loge de France. Le traitement de la question n'est pas obligatoire. Seules les loges qui souhaitent y travailler peuvent le faire. L'idée était de proposer à nos frères, non pas de
de travailler uniquement sur la partie scientifique du sujet ou sur la partie juridique du sujet. L'idée était de faire travailler nos frères sur la partie éthique, morale, philosophique et spirituelle du sujet. Et là, il y avait beaucoup à dire. Et nos frères ont travaillé, et ont travaillé grâce à la méthodologie qui est proposée par notre rite, par nos rituels, c'est-à-dire on prend le temps de s'exprimer, on écoute l'autre, on peut ne pas être d'accord avec l'autre, et c'est souvent le cas, et on apporte la contradiction, et au fil du temps, chaque loge ont rédigé, je dirais, donc un apport qui nous a permis de faire une synthèse de cette question étude de loge, qui a fait l'objet donc d'un livre blanc que vous pouvez prendre connaissance sur notre site Grande Loge de France. Vous pouvez le télécharger gratuitement et vous aurez là l'avis, en tout cas l'aperçu de la réflexion d'une loge symbolique composant 31 500 membres. Ce livre blanc a été remis au président de la République, à Madame la Première ministre et ministre de la Santé en décembre 2023, a été remis à l'ensemble des parlementaires et nous avons reçu de nombreux témoignages écrits pour exprimer en tout cas l'intérêt de celles et ceux qui ont pris connaissance de ce document et voire même, dans certains cas, féliciter la Grande Loge de France de s'être posé la question. La deuxième année, j'ai proposé aux membres de la Grande Loge de France de travailler sur l'intelligence artificielle. Là aussi, nous avons travaillé pendant 6 mois et nous avons fait une synthèse de la réflexion menée par nos loges et vous pourrez trouver également donc ce document en synthèse sur notre site de la Grande Loge de France. Et enfin, pour ma dernière année à la Grande Maîtrise, j'ai proposé un dernier sujet, le vivant, l'humain, le vivant et la planète. Et en fait, si vous voulez, le dénominateur commun de ces 3 thématiques, c'est bien l'humain, parce que nous mettons, nous, au centre même de nos réflexions, c'est l'humain que nous mettons. Voilà. Et donc, nous apportons notre contribution, je dirais, au sein même de la société, autour de ces sujets que nous, bien sûr, nous proposons à la réflexion de l'État français, qui sollicite assez régulièrement les obédiences françaises pour avoir, je dirais, quelques éléments de langage sur tel ou tel sujet. Ça a été le cas notamment pour la fin de vie, lorsque la ministre de la Santé avait reçu les dirigeants des principales obédiences françaises. Elle est légitime. Alors, vous avez compris que nous sommes un ordre initiatique, je dirais, ancien de 3 siècles. Nous avons des landmarks et nous avons des critères de régularité. Tout ça, aujourd'hui, nous cultivons donc ces critères de régularité et nous les observons parce qu'ils sont inscrits dans notre Constitution, dans nos règlements généraux, dans nos statuts. Et que le paysage, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le paysage maçonnique français permet aux uns et aux autres de trouver l'obédience qui peut lui correspondre le mieux. C'est un petit peu ce que j'ai développé tout à l'heure avec mademoiselle. Lorsque vous êtes dans une démarche comme la nôtre, qui relève d'une démarche de l'intime, vous avez des femmes ou des hommes qui souhaitent traiter ce sujet-là uniquement entre eux et ne souhaitent pas se mettre, entre guillemets, à nu devant la gente féminine ou peut-être la gente masculine. Vous avez des frères ou des sœurs qui peuvent s'exprimer sans aucun problème devant l'autre moitié de l'humanité. D'autres frères s'inscrivent plus dans la pudeur ou d'autres sœurs et souhaitent travailler, je dirais, uniquement entre eux. Nous sommes dans un monde où la mixité est partout. La mixité est partout. Eh bien, vous avez des hommes et des femmes qui, à raison de 2 fois 2 heures ou 2 fois 3 heures dans le mois, veulent se retrouver uniquement entre hommes ou entre femmes. Et je crois que ça, il faut le respecter.
Je ne vais pas développer le critère qu'on n'est pas féminin parce qu'il y a le pouvoir de séduction. Le pouvoir de séduction peut s'exercer aussi entre les hommes ou entre les femmes. Voilà, donc je balaye ça d'un revers de main. Mais par contre, quand on aborde des sujets qui sont de l'ordre de la spiritualité, de ce qui relève de l'esprit, de ce qui relève de son propre parcours, parce que ce fameux Ordo ab Chao, il nous invite en priorité à remettre un peu d'ordre dans notre propre chaos, ben nous avons parmi nos membres des membres qui sont cabossés par la vie et qui ont peut-être des difficultés peut-être à aborder certains sujets lorsque les sœurs sont là. Je crois qu'il faut respecter ça. C'est pas essayer de chercher midi à 14h sur d'autres développements. Et puis, c'est aujourd'hui le respect de nos règles, mais peut-être que demain ou après-demain, la nouvelle génération de maçons en décidera différemment. Et je pense que le convent, qui est notre assemblée annuelle, peut-être en décidera peut-être un jour différemment. Ce n'est pas à ce jour la volonté des membres de la Grande Loge de France, et je pense qu'il faut respecter ce choix-là. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons des frères qui, au bout de X années de maçonnerie en Grande Loge de France, ont peut-être ce désir d'aller dans une obédience qui est mixte, et quittent la Grande Loge de France pour aller vers une obédience qui est mixte, pour vivre peut-être un autre moment de leur parcours initiatique, et que je respecte sans aucun souci, comme nous avons des frères qui viennent d'obédience mixte et qui souhaitent venir en Grande Loge de France. Aujourd'hui, j'ai eu un conseil fédéral, et dans ce conseil fédéral, nous avons eu une étape où nous avons validé des demandes. Nous avons 22 demandes, et nous avions pratiquement plus de la moitié de frères qui souhaitent intégrer la Grande Loge de France et qui issus d'obédience mixte. Vous voyez, donc il y a une forme de chassé croisé pour un petit nombre de certains frères qui souhaitent vivre autre chose, et je pense qu'il faut le respecter comme toute sa vie. Aujourd'hui, on ne fait plus le même parcours chez le même employeur. Voilà, des dinosaures de ma génération qui ont fait 20, 30, 40 ans chez le même employeur. Aujourd'hui, ça se verra de moins en moins. Ben, je pense peut-être qu'on peut admettre aussi que peut-être on aura de moins en moins de frères qui feront 40 ans dans la même obédience et qui auront ce besoin peut-être d'aller aussi travailler dans d'autres obédiences avec d'autres rites, et puis peut-être aussi en présence donc de l'autre moitié de l'humanité. Alors, vous avez bien entendu que d'abord, il y a un maître mot, c'est l'engagement. Si vous venez là sans avoir ce désir de venir et de travailler, il ne faut pas venir chez nous, vous allez perdre votre temps. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un programme annuel en général dans les loges, des fois avec un fil conducteur, une thématique annuelle où on va décomposer la thématique en plusieurs thèmes, en sous-thèmes, et on va inviter les frères à travailler. Comment se déroule une tenue? Ben, tout simplement, une fois que les travaux sont ouverts, on a un frère qui est chargé de l'instruction des apprentis ou des compagnons qui va s'exprimer pendant 5 minutes en général. C'est ce qu'on appelle les 5 minutes de symbolisme. C'est l'instruction sur le grade. Voilà. Et ensuite, vous avez un frère conférencier ce soir-là qui va travailler sur un sujet, qui aura pris le temps de travailler sur une thématique, comme je l'ai fait un petit peu ce soir pour vous. Et ensuite, une fois qu'il s'est exprimé, il y aura donc un échange autour de sujet. Alors, je voudrais vous donner un exemple concret, puisque c'est ce que vous souhaitez en fait, de ce que nous faisons ici. Alors, je vais vous poser la question, maintenant, là, d'après vous, dites-nous, qu'est-ce qu'évoque pour vous cette porte? Vous la regardez, et je vous laisse quelques secondes, et je vais vous inviter à nous dire ce que pour vous, cette porte, elle représente. La
c'est vrai que c'est une porte assez grande, ça peut être un peu solennel, ça peut faire porte de château, ça peut être une entrée, une sortie. Très bien. Bonjour. Mademoiselle, dites-moi ce que pour vous représente cette porte. Une démarcation, Oui, une distinction entre un lieu et un autre. oui. Très bien. Monsieur, s'il vous plaît, ce qu'évoque pour vous cette porte. C'est la porte du temple qui signifie l'accès, ou qui permet l'accès au temple. Oui. Les travaux, une fois qu'elle est fermée, ça monte. D'accord. Travaux, comment commencer. Mademoiselle, qu'est-ce qu'évoque pour vous cette porte? L'ouverture, de rentrer dans un monde différent en passant cette porte, c'est aussi un passage spirituel. Quoi, D'accord. Voilà. Très bien. Alors vous allez avoir dans l'assistance un frère qui est ébéniste et qui va vous dire cette porte-là, eh bien, c'est une porte qui a X pommelles. C'est le technicien qui va s'exprimer. Elle a X pommelles parce que vu le poids de la porte, s'il n'y a pas ce type de pommelle, la porte, elle va à un moment donné s'affaisser et elle va donc toucher au sol et on ne pourra plus ouvrir. Alors on va dire, ben, la porte, elle a quelle couleur? Et cette couleur, elle me renvoie à quelque chose. Un autre va dire, ben, vous voyez, il n'y a pas de poignée sur la porte. Alors il y a un judas sur la porte. Eh bien, en fait, vous venez de participer, sans le savoir, à un échange qui se produit régulièrement dans nos loges symboliques autour d'un sujet symbolique, la porte. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au fil du temps, vous avez été le premier intervenant, monsieur, et le monsieur du fond sera le dernier, et pendant une demi-heure, 45 minutes, nous aurons échangé sur la porte. Ça veut dire qu'on a tous entendu ce que pouvait incarner, représenter la porte pour chacun d'entre nous, et je vais repartir, moi, ce soir, avec une ouverture d'esprit sur ce symbole-là. Parce que je me suis enrichi de la prise de parole des uns et des autres. Tiens, je ne pensais pas qu'effectivement, cette porte, elle était lourde, et il y a un homme de là, avec un A majuscule, qui m'a fait penser qu'il fallait ceci. La demoiselle a dit, mais la porte, c'est un espace qui délimite le sacré et le non sacré. Et pourtant, elle n'est pas maçonne. Elle a utilisé le terme de sacré. C'est tout bête, hein? Vous voyez? Voilà. Et puis, d'autres vont dire, mais moi, la porte, je vais la pousser, parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Eh bien, voilà ce que nous faisons dans nos temples maçonniques. Alors, bien sûr, c'est un raccourci, je vous l'accorde, mais on va aborder telle ou telle thématique, et chaque membre aura la possibilité de s'exprimer. Et ce qui est remarquable, c'est que quand vous allez prendre la parole, on ne s'adresse jamais au conférencier. Jamais. On s'adresse au président. Il n'y a pas d'échange direct avec le conférencier. Donc, il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de tension avec le conférencier. Voilà. Mais c'est le respect de chaque expression. Et si quelqu'un dit, ben, la porte, moi je la vois rouge, on ne va pas se lever en disant, mais elle n'est pas rouge la porte, qu'est-ce que tu racontes? Mais peut-être que elle, la personne, la voit rouge et elle va te expliquer pour quelle raison. Voilà. Et bien aujourd'hui c'est la porte, demain ce sera la lettre J. Qu'est-ce qui évoque pour vous la lettre J? Pour les uns un prénom, pour les autres, on va parler de la taille de la lettre. C'est la xème lettre de l'alphabet. En hébreu, c'est ceci. Eh bien, autour de la lettre J, on va s'enrichir les uns les autres et on va repartir grandi. Eh bien, vous voyez, à chaque tenue, à chaque année de travail, il y a une forme de millefeuille qui va se créer avec, je dirais, on va essayer de mieux comprendre dans les lieux dans lesquels nous nous trouvons et on va essayer de s'imprégner un petit peu de ces différents messages. Et après, on enrichit sa culture personnelle, c'est du vital, mais ensuite, on va essayer aussi d'apporter quelque chose à l'ensemble des frères quand je vais m'exprimer. Sur des sujets, des fois, qui sont beaucoup plus complexes, des sujets philosophiques, qui vont nous permettre aussi
de travailler sur, par exemple, le triptyque liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qu'évoque pour vous la jeunesse aujourd'hui? Liberté, égalité, fraternité. Voilà les termes qui sont abordés aussi en loge. Des sujets de spiritualité, des sujets aussi qui sont des fois un peu plus légers. On a parlé de sacré. Qu'est-ce qu'évoque pour vous le sacré aujourd'hui? Est-ce que le terme de sacré, il a la même résonance aujourd'hui que quand moi je suis rentré il y a 40 ans en arrière? Un jour, sous le passage sous le bandeau, on dit à un candidat, monsieur, qu'avez-vous de sacré? Bien souvent, c'est une forme de question un peu bateau qui permet de détendre un peu le candidat. Et souvent, les candidats disent bien sûr ma famille, les êtres chers. Et un jour, le candidat répond mon bateau. Est-ce qu'on va pénaliser le candidat parce qu'il dit que donc le bateau, il dit son bateau et il ne parle pas d'un être humain? S'il estime que à l'instant T, son bateau c'est ce qu'il y a de plus sacré, il faut le respecter parce qu'on ne connaît pas son chemin de vie à ce monsieur. Et il y a sûrement une raison pour qu'il dise son bateau. Vous voyez? Donc, c'est un peu tout ça. Je voudrais aussi vous dire que, attention à l'image qu'on se fait de la maçonnerie, où on a cette maçonnerie élitiste de gens bien pensants. Je voudrais, là aussi, parce que j'aime bien les métaphores. C'est une dame qui avec son âne, porte régulièrement à deux amphores et elle va chercher de l'eau régulièrement au village, plusieurs fois par semaine. Et vous avez une amphore qui est sublime et une amphore qui est légèrement fêlée. Et cette dame, à chaque voyage, quand elle arrive chez elle, dans l'amphore qui n'a pas de fissure, elle sort ses 5 litres d'eau. Et dans l'amphore qui est fêlée, elle n'en sort que 2 litres et demi. Et un jour, l'amphore fêlée s'adresse donc à cette dame. Et cette amphore fêlée, elle se confond en excuses, en lui expliquant qu'elle est fêlée et que malheureusement, elle perd de l'eau régulièrement et qu'elle n'est pas aussi efficace que l'amphore qui, elle, fièrement, mène à destination ses 5 litres d'eau. Et vous savez ce que lui répond la dame? Elle répond la chose suivante. Elle lui dit, oui, effectivement, j'ai observé que tu perdais, effectivement, tu étais fissuré, que tu perdais de l'eau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout au long du chemin, j'ai planté des graines. Et vois-tu, quand je fais le chemin de la source vers la maison, du côté où l'amphore est belle et lisse et ne perd pas d'eau, rien ne pousse. Et du côté de l'amphore fêlée, tu arroses donc ses fleurs et le chemin est fleuri. Voilà. Attention aux esprits trop lissés. Attention à ces esprits qui manient bien, qui ont une belle dextérité dans le verbe, mais qui derrière n'apportent rien de réel, sont une forme de façade. Attention à ces façades. Je le rappelle avec force et vigueur, il n'y a pas de place pour le paraître ici. Il y a de la place pour être avec ses fragilités, ses imperfections. Et ici, dans cet espace sacralisé, nous essayons à titre individuel et à titre collectif d'essayer de colmater un petit peu nos fissures personnelles. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Bon, la question est pertinente. D'abord, 33 degrés, parce que tout simplement, dans le rythme que nous pratiquons est composé de 33 degrés. Alors, comme je l'ai dit en préambule, les 3 premiers degrés sont gérés donc par la Grande Loge de France,
et cette gestion, donc démocratique, va nous permettre donc l'évolution de ces 3 degrés de la manière suivante. Quand on est initié au grade d'apprenti, on est sur ce qu'on appelle la colonne du Nord, et pendant 2 ans, vous êtes invité à conserver le silence. Vous ne pouvez pas vous exprimer, sauf que on sera amené à vous demander ce qu'on appelle un travail intermédiaire, au bout de 20 ans pratiquement de pratique sur nos colonnes, et ensuite un travail qui vous permettra de passer, un travail de passage, qui vous permettra de passer du grade d'apprenti au grade de compagnon, donc à l'autre colonne. Donc, 2 ans globalement pour être apprenti, c'est le temps. Ensuite, lorsque vous accédez, vous passez au grade de compagnon, c'est à peu près 2 ans. Et ensuite, vous accédez au grade de compagnon, 2 ans, au grade de maître 2 ans. Donc, on est globalement en accès à la maîtrise aux alentours de 4 ans et demi, 5 ans. Voilà. Et ensuite, vous êtes au grade de maître dans l'obédience. Par définition, le grand maître que je suis ne connaît que des maîtres maçons au sein de l'obédience. Ensuite, il y a un système de cooptation pour accéder au 4e degré. Et cette cooptation se fait par nos pairs, mais par une autre structure qui est le Suprême Conseil de France, qui est une juridiction. Et dans chaque loge symbolique, il y a, ou dans la loge ou dans la zone, un représentant de cette juridiction qui, une fois l'an, va au contact des présidents et va voir avec eux quels sont les frères qui ont une durée de grade de maître. En général, c'est entre 4 et 6 ans. Et là, on va s'intéresser à ces frères pour leur permettre de continuer la pratique du rite et notamment leur cheminement initiatique. Voilà. Et ensuite, on va continuer du 4e au 33e degré. Alors, je dois vous dire que tout le monde n'arrive pas au 33e degré, tout le monde n'arrive pas au 32e, au 31e ou au 30e, mais là, c'est bien sûr en fonction déjà de l'âge auquel on est rentré, et puis c'est ensuite tout le travail qui est fourni, des fois on a quelques coupures, donc tout ça est pris en compte. Alors, 33 degrés, quand on est au 33e degré, bien entendu, on reste toujours des cherchants. Mais globalement, on a vu la fin du film, si je puis dire, du message qu'on voulait vous proposer, mais vous vous retrouvez dans une forme de posture un peu inconfortable, puisque vous connaissez la fin du film, mais vous devez garder en haleine, dans vos loges symboliques et au-delà, tous les frères qui, eux, n'ont pas vu la fin du film. Et il est difficile de pas leur rencontrer, de leur conter le film, et en tout cas de les garder en haleine, mais en tout cas de les orienter, de les accompagner avec la bienveillance qui sied aux bâtisseurs que nous sommes. Voilà. Alors après, il y a d'autres rites, avec d'autres degrés aussi, mais ce n'est pas celui que je pratique, et donc je ne peux pas m'avancer. Mais non, le 33e degré n'est pas l'aboutissement, bien au contraire, c'est tout simplement, on est arrivé au degré ultime du rite, mais au contraire, en arrivant à ce degré, on doit cultiver le maître mot qui est l'humilité, qui est la transmission et la bienveillance. Vous avez saisi, moi j'ai rien à vous vendre. Voilà. Voilà. Mais si d'aventure vous souhaitez avoir quelques renseignements complémentaires, d'abord on vous a remis, pour la plupart d'entre vous, un petit fascicule. Vous avez deux frères qui portent un secours, mais peut-être d'autres qui sont là, qui souhaiteront peut-être vous accompagner dans quelques questions si vous le souhaitez. On est à votre disposition, n'hésitez pas. Si vous voulez aller un peu plus loin, on est à votre disposition. Si ces mademoiselles, ces dames veulent également des renseignements, on pourra simplement prendre vos coordonnées, les transmettre ensuite à une obédience en fonction de votre souhait, ou uniquement féminine ou mixte. On pourra bien sûr vous accompagner pour une prise de rendez-vous. Bien entendu, ce sera avec grand plaisir. Voilà les quelques mots, en tout cas, les échanges que je voulais avec vous. Et puis, je voudrais finir sur ça, si vous me permettez. Vous êtes jeunes pour la plupart d'entre vous. Vous avez l'avenir devant vous.
Moi, j'ai le sentiment, c'est mon analyse, que dans la cité, il n'y a pas la place qui doit vous revenir, elle n'est pas accessible. Et je dis aux membres de la Loge de France, ne commettons pas, je dirais, vraiment la même erreur que dans le monde profane. Indiquons aux jeunes cherchants qu'ils sont les bienvenus. Et quand on a 25 ans, on peut se poser aussi des questions, même si on n'a pas totalement bâti sa vie personnelle, sa vie professionnelle, on peut se poser des questions. Eh bien, là aussi, peut-être qu'il y a quelques réponses qui sont sur nos colonnes qui peuvent vous accompagner. Et je crois que vous êtes une jeunesse aujourd'hui, une jeunesse audacieuse, une jeunesse entrepreneuriale, vous êtes une jeunesse pétillante, respectueuse malgré quelquefois l'image qu'on veut bien donner de vous. Et moi, je crois que si vous êtes là ce soir, c'est que aussi vous vous posez quelques questions. Et en tout cas, sachez que la Grande Loge de France vous sera toujours ouverte pour nos conférences publiques. Dans 1 mois et demi, et c'est pour cela que nous sommes en travaux, je suis désolé de vous retrouver dans ces conditions, mais nous allons inaugurer le futur musée de la Grande Loge de France, donc fin mars, qui sera bien sûr ouvert au public, vous serez les bienvenus. Mais en tout cas, sachez que, et les uns et les autres, en tout cas pour les hommes, bien entendu, et pour les femmes, vraisemblablement aussi dans d'autres obédiences, nous serons heureux de vous accueillir dans un temps pour la Grande Loge de France, pour aborder les différents sujets, les différentes thématiques que ce soir vous avez eu le plaisir d'échanger avec moi. Voilà. Et je me permets, parce que c'est encore le moment, je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une très très belle année 2025. Et nous avons besoin, je vous le dis, de beaucoup d'énergie positive. Et nous comptons sur vous, cette jeunesse-là qui a beaucoup de choses aussi à nous apprendre et à nous montrer la voie, parce que l'avenir, ce n'est plus nous, l'avenir c'est vous. Merci beaucoup pour votre attention.